Évidemment, bande d'imbéciles. Le professeur Raoult, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la science quick and dirty. Parce que c'est comme ça qu'on fait en temps de guerre, bande de débiles. Face à 1300 morts par jour, sur une molécule dont, je le répète, on sait qu'elle n'est pas dangereuse puisqu'elle était même sans ordonnance jusqu'à récemment. Jusqu'à ce que d'ailleurs Agnès Buzyn la mette sur ordonnance quelques mois avant le coronavirus. Cependant que le mari d'Agnès Buzyn était un ennemi juré du professeur Didier Raoult. Juré, il le détestait. Non seulement plusieurs témoins l'ont confirmé par écrit, mais en plus, cela a été diffusé dans la presse. La corruption académique tue. Ce n'est pas la première fois que je le dis. C'est un phénomène grave, odieux et assassin. La corruption académique tue, par exemple, dans l'affaire du sang contaminé, quand on a un conseiller de Laurent Fabius, Jacques Biot pour ne pas le nommer, qui a tout de même fini président de l'école polytechnique et qui aujourd'hui travaille pour les intérêts chinois, en étant salarié de Huawei pour la 5G en France. Quand cette personne, par exemple, dans les années 80, recommande une gestion astucieuse du calendrier, c'est le terme consacré qui va le poursuivre toute sa vie, à Laurent Fabius, pour ne pas tester trop tôt les poches de sang. Quand à la même époque, on disait déjà que chauffer les poches de sang à 60 degrés suffisait à éviter de contaminer les pauvres transfusés à qui on a refilé le virus du sida à leur insu, tout le monde rigolait. Tout le monde rigolait aussi quand on a dit de tester tôt ses poches. Ça a donné l'affaire du sang contaminé, plusieurs milliers de morts. La corruption académique tue. Quand elle bâtit un monolithe d'amiante en plein cœur de Paris, ça a donné la tour Zamansky de Jussieu, une exposition prolongée de personnel à l'amiante, nous n'avons pas les chiffres. Par contre, on sait que ça a coûté 2 milliards à des amiantés. C'était au cœur de la plus grande université de Paris intramuros. Au cœur. C'est-à-dire que vous aviez tout un tas d'universitaires et d'académiques tout autour qui avaient validé ça, qui avaient laissé faire. La corruption académique, bien sûr, est ignoble. Dans l'affaire du charnier de Paris-Descartes dont on a déjà parlé, qui, pareil, s'est déroulée pendant des années au vu et au su d'universitaires en plein cœur de Paris. Mais la corruption académique n'a jamais autant tué que quand elle recommande une autre et une énième gestion astucieuse du calendrier dans l'affaire Raoult, dans l'affaire de la chloroquine, dans la contamination au coronavirus 19. Cette vidéo, je la fais vraiment pour rappeler un petit peu les fondamentaux absolus que tant d'universitaires semblent avoir oubliés. Heureusement, ils sont une minorité, mais tout de même une minorité immonde. En ayant jeté le discrédit sur le professeur Raoult, qui a fait de son mieux pour présenter quelque chose face à une épidémie catastrophique. Alors, rappelons la situation. On a le professeur Didier Raoult, 1000 publications à comité de lecture au compteur. Ce type sait faire de la science dans les clous. Tous les gens qui ont inféré qu'ils ne savaient pas le faire ont menti, il sait. Il n'a fait que ça toute sa vie. Mais face à une urgence sanitaire grave, quand on a atteint, on a dépassé à l'heure où j'enregistre cette vidéo, dans le monde, les 1300 morts par jour. On a dépassé dans le monde les 1300 morts par jour. Ça vous fait tranquillement 13 Bataclan par jour. À ce moment-là, on a le professeur Didier Raoult qui dit « Moi, en tant qu'expert international des maladies infectieuses, je sais qu'il existe un antipaludéen sur lequel on a un énorme retour clinique qui donne de bons résultats et qui est prometteur face à certaines contaminations virales, en particulier celle à coronavirus. » La phrase et l'unique phrase qui ressort des travaux du professeur Didier Raoult, c'est « La chloroquine est une molécule prometteuse face au coronavirus. » Il n'a jamais dit que c'était un médicament totalement confirmé avec des résultats 100% fiables. Il n'a jamais dit que des tests en double aveugle avaient été faits. Il a dit « c'est une molécule prometteuse ». Et jackpot, on a aussi la chance d'avoir cette molécule reconnue thérapeutiquement depuis 1949 sur d'autres maladies, dont notamment bien sûr la malaria.
On a une molécule qui a son autorisation de mise sur le marché depuis 1949. Et cette molécule est prometteuse face à un virus qui fait 1300 morts tous les jours, avec un taux de mortalité qui est en train d'augmenter. Et là, vous avez une clique d'académicards qui disent « attendons » et qui jettent le discrédit de la façon la plus brutale, la plus violente sur le professeur Raoult. Ils disent « mais regardez cet amateur, il a osé faire une étude sur peu de cas. Il a osé encore plus, il a osé, le méchant, publier dans une revue dans laquelle un de ses amis est au comité de lecture, le salaud. » Évidemment, bande d'imbéciles, le professeur Raoult, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la science quick and dirty. Parce que c'est comme ça qu'on fait en temps de guerre, bande de débiles. Je n'ai pas de mots assez durs pour les crétins qui ne comprennent pas que le modèle de décision n'est pas le même dans une situation où 1300 personnes meurent tous les jours et dans une situation civile, tranquille, peinarde, où on peut aller boire un pastis en terrasse et tous rigoler entre nous. Je vais prendre une analogie, comme ça je vais pouvoir régaler ceux qui vont tomber dans la bêtise argumentative du point Godwin. Je vais vous parler de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a un général allemand qui s'appelle Erwin Rommel, qui dirige une division tellement rapide qu'elle va pénétrer les lignes françaises à un rythme effréné. On va l'appeler la division fantôme parce que personne ne sait où elle se trouve. Et avançant tellement vite, cette division fantôme va se retrouver face à une contre-attaque française massive. Bon travail de la part des officiers de terrain français à l'époque. Que fait Rommel? Il a des canons anti-aériens, les canons de 88, les fameux. Et à l'époque, on ne sait pas que ces canons anti-aériens sont efficaces contre les chars. On ne les a pas testés. Que fait Rommel immédiatement quand il est débordé sur son flanc des suites de son avance fulgurante? Il ordonne à ses officiers supérieurs de prendre ces canons de 88 et de viser les chars français avec. Au miracle, ces canons de 88 sont mortels contre les chars français. Il les traverse de part en part et Rommel est sauvé. Immédiatement, la machine de guerre nazie va utiliser ces canons de 88 et va les mettre dans différents programmes de chars d'assaut qui vont donner le char Tigre, qui n'est qu'un char organisé autour de ce canon de 88. Alors à l'époque, évidemment, le processus de décision français n'était pas tellement différent du processus actuel. On avait une mentalité Maginot qui castrait toute innovation et on avait bien entendu un Végan et un Gamelin qui dirigeaient depuis Versailles, qui prenaient leurs informations avec 3-4 jours de retard et qui était absolument incapable d'immédiatement adapter une technique. On a eu la même chose pendant le débarquement de Normandie quand un sergent a eu l'idée d'utiliser les obstacles anti-chars allemands. Il était soudeur, le monsieur, il a décidé d'utiliser les hérissons tchèques, les obstacles anti-chars, et de les mettre comme lame de bulldozer à l'avant des Sherman. C'était quelque chose de spontané, il avait compris que ce bricolage pouvait sauver des vies. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Erwin Rommel dans notre camp. Et il s'appelle Didier Raoult. Et il respecte pas les règles, comme Rommel d'ailleurs ne les respectait pas non plus à son époque. Il fait de la science quick and dirty, il fait du bricolage, on peut pas dire les choses autrement, il a fait du bricolage. Oui, il en a fait. Mais il en a tiré une phrase irréfutable. La chloroquine est prometteuse. Alors oui, tout un tas d'universitaires ont dit, mais le public pourra pas comprendre ce que ça veut dire prometteur. On peut pas autoriser le public à avoir une pensée nuancée, à comprendre les choses dans le détail subtil. Prometteur, ça n'a jamais voulu dire ce médicament est sur étagère, ça fait 30 ans qu'on l'utilise, on l'a testé sur 1000 personnes, 500 personnes prenaient un placebo, 500 personnes prenaient ce médicament, on a bien pu voir que l'effet était supérieur à un placebo. Oui, mais pas quand on est à 1300 morts par jour. Et donc on en est à un jet absolu de discrédit sur Raoult, qui dit « Oh là là, maîtresse, il a pas bien fait ses devoirs. Maîtresse, l'élève Raoult, il a pas bien colorié dans les cases. Il a pas bien mis la date sur la copie. Maîtresse, je l'ai vu. » Et c'est ça l'attitude qu'on a. Face à 1300 morts par jour sur une molécule dont, je le répète, on sait qu'elle n'est pas dangereuse puisqu'elle était même sans ordonnance jusqu'à récemment. Jusqu'à ce que d'ailleurs Agnès Buzyn la mette sur ordonnance quelques mois avant le coronavirus, cependant que le mari d'Agnès Buzyn était un ennemi juré du professeur Didier Raoult. Juré, il le détestait. Non seulement plusieurs témoins l'ont confirmé par écrit, mais en plus, cela a été diffusé dans la presse. Et Raoult l'a bien sûr confirmé.
le mari d'Agnès Buzyn était un de ses ennemis jurés, et en même temps, bien entendu, sa femme, Agnès Buzyn, a mis la chloroquine sur la liste des médicaments sans prescription. Ça, ce ne sont que les faits. On ne peut pas lancer d'autres accusations pour l'instant, mais on ne peut que relever ces faits et cette chronologie pour le moins excentrique. On a quelqu'un qui essaye de proposer une solution sur étagère, immédiatement disponible, dont on sait qu'elle ne tue pas, puisqu'on a un recul clinique depuis 1949 dessus. En face, on a le coronavirus 2019, qui exponentiellement augmente son nombre de morts par jour dans le monde, et a atteint 1300 morts par jour, dépasse les 1300 morts par jour à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Mais la vraie question c'est, doit-on respecter le code de la route quand on est une ambulance et que quelqu'un va crever à l'arrière? C'est une vraie question. Doit-on respecter le code de la route quand on est une ambulance et que quelqu'un va crever à l'arrière? Hein, il a mordu une ligne blanche. Continuons le salopard. Il a grillé une priorité à droite, le méchant. C'est limite plus un scientifique, on est tous d'accord. Oui, mais en même temps, c'était le premier à dire « Les gars, on a un médicament sur étagère qui peut faire quelque chose. C'est pas la panacée, ça va pas sauver le monde. Il faut continuer à faire de la recherche sur les vaccins, bien entendu. N'empêche que notre première ligne de défense, là tout de suite, c'est ce médoc, et il n'y en a pas d'autre. » Sachant que, alors, quand on parle des effets secondaires, hein, juste pour la petite histoire, bande d'hypocrites pour ceux qui l'ont mentionné, et les antirétroviraux qui sont donnés, à votre avis, ils n'ont pas d'effets secondaires? Sauf que ces antirétroviraux, on n'a pas évidemment le recul clinique qu'on a sur la chloroquine depuis 1949, approuvé par la FDA en traitement contre la malaria depuis 1949. Et dans la foulée, on a même la communication de Raoult qui a été classée fake news, les amis, fake news. Ah mais bizarrement, quand Sibeth Ndiaye a dit que les masques étaient totalement inutiles et qu'elle ne savait pas s'en servir et qu'elle a pris toute la France pour des gros cons, qui étaient incapables de se mettre un masque sur le visage, et comme Monsieur Tarissi l'a rappelé sur Twitter, oui, au fait, des gestes techniques, le PQ aussi, c'est un geste technique, un smartphone, c'est un geste technique, imprimer un document, c'est un geste technique, remplir sa feuille d'impôt, c'est un geste technique. Newsflash! Porter un masque est moins technique que remplir une feuille d'impôt. Vous voulez exonérer tous les Français d'impôts, du coup? S'ils sont pas capables de mettre un masque, ils seront pas capables de remplir un CERFA. Eh ben ça, bizarrement, ça n'a pas été classé comme fake news. Par contre, Raoult qui arrive qui dit, bon les gars, c'est pas parfait, c'est MacGyver, il n'y a pas de problème, mais il fallait réagir tout de suite, parce que dans une épidémie, c'est tout de suite que ça se passe. Et dans une épidémie, plus tôt on agit, mieux c'est. Parce que chaque jour de retard, c'est des milliers de morts en plus qu'on a sur la conscience. Donc oui, il est arrivé à la MacGyver, il a dit, oui, j'ai grillé une ligne blanche continue. Oui, bien sûr, je n'ai pas respecté la priorité à droite. Oui, je n'ai pas fait du 50 en ville. Pardonnez-moi. Certains journaux, vous savez combien de temps il faut pour faire accepter son papier dedans? 18 mois. 18 mois, putain. Et puis si vous voulez vraiment qu'on parle de comité de lecture, juste pour l'anecdote, Lancet, qui est le plus prestigieux canard médical à comité de lecture du monde, eh bien Lancet a vivement recommandé au gouvernement américain de ne pas arrêter les vols commerciaux face au coronavirus. Ils ont dit non, ce serait con quand même, les vols commerciaux, on va pas les arrêter. Lancet, comité de lecture. Donc si vous voulez qu'on parle de la responsabilité des morts à cause des décisions qui n'ont été prises par manque de prudence, allons-y. Allons-y. Pas de problème. Donc, Raoult arrive, propose un protocole à la MacGyver. Ce protocole donne des résultats qui sont pas parfaits, mais qui disent, oui, ça réduit la charge virale. C'est très prometteur. Et la seule phrase qu'on doit retenir, qu'on devait retenir, c'était « La chloroquine est une molécule prometteuse. » Il n'a rien dit de plus, mais il a apporté les preuves que c'était prometteur. Et dans un travail qui aurait mérité une bourse de recherche biomédicale, bien évidemment, ce travail préliminaire aurait été salué. Dans la bourse, on aurait dit « Ah oui, très bien, ça mérite un financement, ça mérite un soutien pour aller plus loin. » Sauf que quand il y a 1300 morts par jour, sauf que quand on est à 13 Bataclan jour et que ça augmente tous les jours, peut-être qu'il faut envisager de ne pas bien colorier dans les cases. Peut-être qu'il faut envisager de ne pas lever le doigt en disant « Maîtresse, regardez, virtue signaling, ça s'appelle. Virtue signaling, ça c'est un vice. Et c'est un des vices absolus de la corruption académique, parce que vous êtes là, la conformité. Regardez madame, moi j'ai bien fait mes devoirs. Moi j'ai pris l'autorité. Et l'autorité, elle m'a dit qu'il fallait cracher sur ce monsieur Raoult. » C'est criminel. Je peux pas dire les choses autrement, c'est criminel.
C'est criminel quand on aura fait les comptes parce que ça y est, la chloroquine est déployée partout. Elle est déployée en Chine. Le Maroc a fait saisir tous les fucking stocks de chloroquine. Et bien sûr, à Montréal, on l'utilisait. Et bien sûr, aux États-Unis, on a plusieurs praticiens qui ont témoigné l'avoir utilisé. Et un des énièmes arguments bidons, fallacieux, qui ont été utilisés contre Raoult, c'est « Ah oui, mais si les gens s'automédiquent, il va se passer n'importe quoi. » Ben bien sûr, bande de cons. Et le Doliprane aussi. Chaque jour, chaque année, il fait des morts dans le monde. Le Doliprane est profondément hépatotoxique quand il est mal dosé. Au-delà de 3 grammes par jour, on risque quelque chose sur son foie. Alors on va l'arrêter aussi. Je n'ai vraiment plus de mots pour décrire à quel point la corruption académique peut être conne et meurtrière. On n'a rien fait comme progrès depuis la recommandation de gestion astucieuse du calendrier de Jacques Biot face à Fabius. À l'époque où on n'a testé aucune poche du coup et on n'a réchauffé aucune poche non plus. On n'a fait aucun progrès de cette période jusqu'à aujourd'hui où on démonte Raoult alors qu'il était la première ligne. Oui, c'est un Gaulois. Oui, il peut être un peu arrogant ou pas. D'ailleurs, je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout au bout d'un moment? Oui, c'est pas un mec parfait. Il n'y a pas de souci. Mais à 1300 morts par jour. Mais moi, même si un mec est un ancien nazi, s'il propose un vrai médicament avec des résultats aussi probants que ceux qui sont publiés chez Raoult en préliminaire, en anticipé, pour démontrer que c'est prometteur. Démontrer que c'est prometteur, c'est ça la phrase. Mais évidemment, je discuterai sa coupe de cheveux et son attitude dans les médias plus tard. Je lui ferai pas un procès d'intention en disant qu'il essayait simplement de faire le buzz. Hein, on peut parler un petit peu de sciences du mouvement et de neurosciences du mouvement. La posture est ce qui prépare à l'action. L'attitude prépare à l'action, la posture prépare à l'action. Quand on a une attitude de merde, bras ballants, maîtresse, c'est pas bien ce qu'il a fait l'élève Raoult, parce qu'il a pas bien colorié comme il faut, il a pas signé, il a pas mis la date, maîtresse, je l'ai vu. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez sauver des vies avec une attitude merdique comme celle-là? C'est pas comme s'il avait tenté une molécule que personne connaissait. C'est pas comme s'il avait pris une molécule sortie de nulle part, où là on avait de vrais fucking risques, on n'en savait rien. Et des scandales sanitaires au passage, où on a mis des molécules sur le marché qui tuaient. On parle du Mediator 2 minutes, les cocos. On parle aussi du Roaccutane. Et de tout un tas d'autres molécules qui ont eu leur autorisation de mise sur le marché, qui ont tué des gens. Cette zététique à géométrie variable, qui ne dénonce pas d'un côté un gouvernement qui vous sort que les masques ne sont absolument pas utiles et qui sont réservés aux professionnels et qui vous culpabilise dans la foulée, et qui de l'autre, quand on a quelqu'un qui a 1000 publications à comité de lecture au compteur, qui est l'expert mondial de la chloroquine à part ça, et qui rappelle in vitro, bien entendu, la chloroquine a des effets sur la charge virale, et ça c'est une étude chinoise, si je ne me trompe pas, qui l'a démontré, et elle est sortie dans fucking Nature. C'est pas Pif Gadget, c'est un très bon journal. Eh ben oui, on essaye. Et oui, au pire, on dit, allons-y, on va donner un placebo de l'eau sucrée à certains patients, on ne le saura pas, ils ne le sauront pas, on fera les tests plus tard, ou bien vous donnez de la chloroquine à tout le monde et vous me réquisitionnez une armée de biologistes pour faire des PCR, Polymerase Chain Reaction, c'est comme ça qu'on mesure la charge virale, et vous me réquisitionnez cette armée de médecins biologistes ou bien de laboratoires d'analyse de laborantins pour faire des PCR sur toutes les personnes à qui vous avez filé de la chloro. Et là, vous obtenez des données qui ne seront pas parfaites, mais qui vont quand même vous guider en situation de crise. Ça va vous donner 2 ou 3 infos tout de même. L'attitude de conformité extrême et de totale pétrification mentale, parce que c'est ça le problème, hein. Changer son mode de décision entre temps de paix et temps de crise. Comprendre que oui, en temps de paix, très bien, on va respecter les lignes blanches, la priorité à droite, il n'y a pas de problème. En temps de paix, c'est ça qu'il faut faire, parce que effectivement, c'est comme ça qu'on a la garantie d'un bon code de la route et de voitures qui ne se rentrent pas dedans dans la rue, très bien. Mais en temps de guerre, à 1300 morts par jour, essayez un tout petit peu de comprendre que les décisions et les systèmes de prise de décision qui sont pris en temps de paix ne sont pas forcément adaptés à ceux qui sont pris en temps de guerre. Alors si les gens veulent me dire on n'est pas en guerre, je les renvoie à l'excellent et prolixe discours d'Emmanuel Macron où nous sommes en guerre a été répété, je crois, 6 fois. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et puis d'ailleurs, si je voulais continuer à tirer sur les ambulances sans traître jeu de mots dans cette époque, sometimes you don't have to follow the rules, that's just bullshit. Le fucking Pierre, président de la République, qui vous sort ça, je crois, à Harvard,
Sometimes you don't have to follow the rules, that's just bullshit. Your generation is the one to decide for itself. You are also here to take your own responsibilities. And don't believe those who say, that's the rule of the game. Don't question the rule of the game. It's always been like that. You have to follow these rules. That's bullshit. Ah bah très bien. Ça, alors loi Macron, très bien, allons-y, Raoult, tu nous prends tous tes stocks de chloroquine sous le bras et puis t'attaques dans le vif parce que là on a des gens qui crèvent. Je vais terminer cette vidéo sur une histoire soufie qui résumait très très bien cette situation. On a un universitaire, déjà à l'époque, qui doit traverser un fleuve et il embarque sur un petit bateau avec le barreur qui est là puis qui lui dit si on serait embarqué plus tôt, on aurait moins eu de problème avec la tempête. Et le professeur d'université, évidemment, trop content, va lui dire mais on dit pas si on serait embarqué, on dit si on avait. Vous n'avez jamais appris la grammaire? Et bon, le mec bourru à la barre, bah non. Et là, le professeur d'université, ah bah vous avez perdu la moitié de votre vie. Et puis là d'un coup il y a une voie d'eau dans la barque. Parce que là ça a trop secoué et puis le truc n'a pas tenu. Et là le mec à la barre, et vous avez appris à nager? L'universitaire, bah non. Ah bah oui mais là vous avez perdu 100% de votre vie. Parce qu'on coule. Eh ben je vous laisse méditer là-dessus. Sur la grammaire versus on coule. Faut nager. À ce que le professeur Raoult a subi dans les derniers jours avec des gens qui l'ont catalogué fake news, avec l'État français qui l'a catalogué fake news avant de faire machine arrière. Et alors que maintenant, bien entendu, sa molécule de première ligne, et ce n'est rien d'autre, c'est une molécule de première ligne, et elle est démontrée maintenant comme molécule de première ligne. Bien sûr qu'il y aura des molécules de dernière ligne, bien sûr qu'il faut continuer la recherche, bien sûr qu'il faut faire des doubles aveugles dessus, évidemment. Mais c'est une molécule de première ligne, et elle a été désarmée par des traîtres. Car ceux qui font que les premières lignes ne peuvent pas agir en cas d'invasion, je ne vois pas comment on peut les nommer autrement.